présenter cette magnifique entreprise qui s'appelle Air Formation, mais on est très honoré aussi parce que la manifestation Fête de l'aviation, et il faut vraiment en faire, hein, je vous le dis, il faut continuer d'en faire, est parrainée cette année par la deuxième édition par Michel Drucker et Magali Rebaud. Et on a la chance et ce privilège d'avoir la marraine qui est descendue de Paris. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas tellement envie de remonter à Paris, ça s'est passé hier, qui est venue nous rendre visite. Alors Magali va se faire un plaisir de vous raconter l'origine de ce bel événement qui est national hein, et qui tombe à pic parce qu'après 2 saisons compliquées pour l'aérien, que ce soit professionnel, événementiel, aéronautique, meeting, c'était important de pouvoir dire qu'on existe, qu'on prépare demain, qu'on a envie de faire des choses et que l'aérien, ça continue de faire rêver. Et pas qu'en France, hein, parce que quand on va à l'étranger, il y a 2 choses qu'on met dans les oreilles chaque fois, c'est les parfums et c'est l'aviation française. Et ça, je confirme. Alors, je suis un tout petit peu moins connue que le parrain de l'événement, qui est donc Michel Drucker, comme le disait Jean-Luc, mais tout autant passionné et pilote privé, et voilà, et dans le domaine de l'aviation depuis de nombreuses années. Mais déjà, merci à Laurent Vallier, à son équipe pour cet accueil vraiment formidable. J'ai découvert ce centre de formation que je ne connaissais pas, si ce n'est de nom, et j'ai vraiment été bluffée par les installations, les infrastructures, par l'équipe, vraiment formidable, bravo. Bravo aussi de vous être impliqué dans cette fête de l'aviation, c'est seulement la 2e édition, donc elle n'a pas encore une renommée exceptionnelle et nationale puisqu'elle a été lancée seulement l'année dernière. Laurent Vallier, bonjour, le grand patron de Air Formation. Alors, dites-nous en quelques mots, Air Formation, qui est-ce? Quel est ce concept? Donc Air Formation, créé il y a maintenant 20 ans, sur une idée assez simple. Au départ, c'est qu'on est à Toulouse, patrie de l'aérien, patrie des avions, et tout le monde travaille dans l'aviation, presque tout le monde, et j'avais remarqué, en quittant ma précédente carrière, que beaucoup de gens travaillent dans l'aviation, mais quand on leur demande comment vole un avion, j'étais très surpris effectivement des réponses. Ça veut dire que l'environnement global de l'avion, les conditions pour faire voler un avion, en réalité très peu de personnes ne le connaissaient. Et c'est sur ce concept-là que j'ai décidé effectivement de créer Air Formation avec une première page de catalogue qui s'appelle « Comment voler un avion ». Voilà. Et il y a 20 ans, et des clients m'ont fait confiance, dans le sens où il fallait effectivement apporter quelquefois un peu plus de culture sécurité globale, mais sécurité aérienne, c'est-à-dire sécurité des vols. Et c'est comme ça qu'on a réussi effectivement à évoluer, à enrichir notre catalogue, et je continue d'ailleurs à animer ce type de formation qui est très plaisante, à animer. Alors, nous venons d'assister là à une présentation des différentes salles et on s'aperçoit effectivement que quand on vole dans un avion, tout paraît clean, tout est calculé, etc. Et puis dès qu'il y a un soupçon d'angoisse, n'importe quoi, un début de fumée, une odeur, eh bien, comment faut-il réagir? Eh bien, c'est absolument extraordinaire et c'est bluffant, puisque moi-même, quand j'étais tout à l'heure dans la fumée, la panique, vous ne voyez plus rien, vous ne savez plus où vous êtes, il y a une odeur. Donc, alors j'imagine que les clients, ils sont français, mais ils sont aussi européens et voire dans le monde, n'est-ce pas, pour cela? C'est bien ça, oui. On a de la chance d'avoir des installations relativement bien équipées et je dirais même le simulateur dans lequel vous avez fait ces exercices-là, c'est le seul en Europe qui se compose à la fois d'un cockpit, d'une cabine, d'un espace-feu et dans lequel nos scénarios mêlent la vraie situation qui pourrait être reproductible en vol, qu'on n'espère jamais bien évidemment. Mais on essaie de préparer nos équipages au pire et surtout de prendre les meilleures décisions. Donc ce qui fait qu'on élabore des scénarios qui sont plutôt crédibles, un avion qui se fait foudroyer par exemple, qui va occasionner d'éventuels départs d'incendie, et auxquels les équipages doivent réagir de manière déjà à éteindre l'incendie, mais surtout à gérer les passagers. Parce qu'il faut prendre cette dimension du passager à bord et de la réaction d'un passager qui va se retrouver éventuellement avec des odeurs totalement désagréables, avec de la fumée, et éventuellement qui peuvent aussi être malades et autres, et voire paniquer. Donc en mêlant tout ceci dans un seul et même scénario,
ça permet vraiment aux équipages de montrer leurs compétences de travail en équipe, de gestion des ressources et de prise de décision dans les situations les plus extrêmes. Voilà notre spécialité. Vous me dites donc une spécialité, c'est vrai, mais enfin pour avoir quand même créé cette spécialité, ça a dû prendre un certain temps de conception. Est-ce que déjà auparavant, dans les années précédentes, ou aux États-Unis ou ailleurs, il y avait des structures comme cela, ou bien c'était inexistant et c'était au cas par cas selon les vols? Alors, je pense sincèrement qu'on n'est pas les seuls au monde à faire ce type de choses. Et j'ai pu, au travers de différentes rencontres, m'apercevoir qu'il y a des compagnies aériennes, effectivement, qui mettent les moyens à la scénarisation aussi de l'entraînement de leurs équipages. Cela n'empêche qu'aujourd'hui, le niveau réglementaire exigé est relativement simple. Même s'il est contraignant, il est simple. Savoir éteindre un feu, très bien. Savoir se déplacer dans la fumée sans aucune visibilité avec une cagoule à oxygène, ok. Mais tout ça, c'est segmenté, c'est séparé. Donc, quand on le fait à minima, eh bien, on a rempli notre obligation, notre exigence réglementaire. Nous, ici, les clients que l'on accueille, ils veulent faire plus. Ils sont là pour se confronter aux situations les plus réelles. Par exemple, on a en client Airbus essais en vol. Les essais en vol, c'est quelque chose de très très particulier sur lequel ils peuvent faire. Quelquefois, ils ont affaire à des situations compliquées. Et c'est ici, effectivement, c'est grâce à ces scénarios un peu compliqués qu'on peut faire évoluer la compétence de nos équipages, et nos clients viennent chercher cette évolution dans la compétence. On a de plus en plus l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires avec leurs clients, on va dire VIP, voilà, et qui se rendent compte effectivement que la compétence d'un équipage, quelle que soit la situation, peut aujourd'hui faire la différence. La différence commercialement et la différence sur le fait que cet équipage sera prêt à intervenir quel que soit le type de situation. C'est surtout ça. Quels sont les clients, quel est le client le plus lointain sur la planète qui a eu affaire à vos services? Alors les plus lointains, c'est ceux qui sont aujourd'hui aux environs des 18 000 km, ça veut dire Nouméa ou Tahiti, et dans lequel d'ailleurs on a implanté on a un centre de formation sur chacun de ces territoires. Donc à Nouméa, on a une filiale, et à Tahiti, nous avons aussi une filiale qui permet de faire ce type d'exercice, certes avec pas autant de moyens qu'à Toulouse, mais qui sont plutôt réalistes, et nos clients sont Air Tahiti, Air Calédonie et autres. Alors, l'effectif complet se compose de 25 personnes salariées à temps complet, auxquelles on rajoute 6 sous-traitants qui sont en France, et on a 2 filiales, comme je vous disais, et sur lesquelles on a à titre permanent 3 personnes sur chacune de ces filiales. Bien évidemment, le transport aérien a été freiné d'un seul coup. On nous a même demandé de fermer nos portes. Le 17 mars 2020, le centre était plein. Je garantis que c'était un vrai crève-cœur de fermer la porte à 17h en disant ça y est, c'est fini. On s'est réadapté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de formations en visioconférence pour justement éviter les déplacements et les rapprochements de personnes. Et nos instructeurs ont vraiment fait la démarche de pouvoir dispenser aujourd'hui une formation en visioconférence qui est très très proche de celle du présentiel actuel avec les méthodes pédagogiques qui vont bien. Ça continue parce qu'aujourd'hui, la vraie clientèle qui nous manque, c'est la clientèle étrangère. Avec le peu d'échanges, eh bien, on s'aperçoit que les 20% de clients manquants aujourd'hui, ce sont essentiellement les étrangers. Je vous remercie. En présence de Magali. Magali, qui est une pilote privée, mais qui a œuvré dans l'aviation. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oh, me présenter, ça, je ne sais pas si c'est très facile, mais en tout cas, je suis effectivement pilote privé et passionnée par ce secteur de l'aviation depuis de nombreuses années. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans ce domaine, et voilà, et toujours avec cœur. Vous volez donc depuis plus de 20 ans. Vous êtes aussi journaliste, collaboratrice à des magazines comme Science et Vie, et puis d'autres.
Oui, oui, beaucoup de... Aérobuzz, par exemple. Voilà, et puis j'ai travaillé pour la chaîne Aérostar TV, donc exclusivement consacrée à l'aviation et au secteur spatial. Et donc aujourd'hui, je suis ici à Toulouse pour la fête de l'aviation, un très bel événement dont c'est la seconde édition qui a été lancée par Géraldine Galland dans le but de faire découvrir toutes les disciplines et toutes les facettes du secteur, donc de l'aviation de loisirs à l'aviation commerciale, militaire, en passant par le vol libre, le parachutisme et même le secteur spatial, bien sûr. Donc l'idée de Géraldine, c'était vraiment organiser une grande fête nationale dans le but de faire découvrir toutes ces facettes de l'aviation et faire en sorte que les gens du monde de l'air, cette communauté, se fédèrent et ouvrent les portes de leurs entreprises, de leurs clubs, comme ils le font ici à Air Formation. Et c'est vraiment un très bel événement pour faire découvrir au plus grand nombre donc, cet univers qui est passionnant. Je voudrais vous poser une question, puisque c'est l'actualité en ce moment-là, avec le niveau peut-être spatial. Qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, du tourisme spatial, c'est-à-dire SpaceX qui envoie des touristes fortunés, bien sûr, Jeff Bezos. Voyez-vous une opportunité? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oh là là, alors là c'est une vaste question, il faut lire peut-être Science et Vie pour ça, mais je trouve que c'est forcément une belle chose d'essayer de faire découvrir cet univers également. Maintenant, pour l'instant, c'est évidemment le tourisme spatial très limité, limité aux gens fortunés. Mais par contre, ça peut permettre quand même d'en parler, comme ça médiatise, on va dire, cet univers, comme le fait Thomas Pesquet. Donc voilà, ça permet de comprendre aussi que l'espace, on en a besoin au quotidien, surtout à l'heure actuelle, avec les téléphones portables, les GPS. Sans tout ce qui se passe dans l'espace à l'heure actuelle, on pourrait rien faire. Moi, j'ai envie de défendre plusieurs causes. C'est-à-dire que l'espace, comme vous dites, on en a besoin parce que des expériences scientifiques qui se font dans l'espace, notamment les médicaments, la recherche, ce sera tout bénéfice pour l'humain. Absolument, absolument. Vous avez bien sûr suivi l'actualité avec Solar Impulse. Oui. Bon, pensez-vous donc quel est l'avenir de l'aviation ? Parce que ce sont les énergies carburants qui posent problème. On voit que l'aviation électrique se développe. Et alors déjà en aéroclub, puisqu'on a maintenant des avions à propulsion électrique qu'on commence à avoir sur les terrains. Donc pour l'instruction, je pense des pilotes privés, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ne serait-ce que pour les riverains, pour avoir moins de soucis au niveau des nuisances sonores, c'est aussi une bonne chose. Donc il y a de belles perspectives quand même. Après, de là à venir à l'aviation électrique pour le commercial, ça, on n'en est pas tout de suite là évidemment, mais le progrès est en marche. Mais écoutez, cher Magali, ce fut un plaisir de vous avoir quelques minutes à bord d'un A340. Absolument, hein, l'A340. On ne touche à rien parce que sinon, bon, hop là. Vous auriez aimé piloter ce genre d'avion ? Alors moi j'ai eu la chance de piloter pendant quelques minutes, enfin une trentaine de minutes, l'A380 pour un vol d'essai et c'était vraiment une formidable expérience. Donc oui, c'est un beau souvenir. Okay, je connais un pilote qui est actif, là je lui parlerai de vous, il vous laissera les commandes. Au revoir, bon vol et puis merci encore. Merci beaucoup et merci à Air Formation pour cet accueil. Comme le souhaitaient ardemment Géraldine Galland, Michel Drucker et Nathalie Rebaud, la grande fête de l'aviation en France devrait prendre une autre dimension puisque les 2 années écoulées sous la menace du Covid ont hélas empêché certains aéroports ou autres structures de favoriser l'ouverture et manifestations grand public. Si Toulouse n'a pas eu véritablement sa chance, espérons que 2022 soit à la hauteur de ce nouvel événement dans notre ciel d'Occitanie.